Bonjour, bonjour. Bonjour. Bon, on va aborder différents petits thèmes là, si tu veux bien, aujourd'hui. Oui, oui. Bah, on va commencer par la remise en question de la formule, la célèbre formule d'Einstein, E égale mc2, qui a été remise en question, soi-disant, il n'y a pas si longtemps, par les scientifiques, qui tombent de haut, apparemment, ils tombent des nues, tu vois. Mais parce qu'ils ont découvert, alors tu sais, au CERN, là, je crois que c'est à Genève, ils font des expériences depuis un moment, que les neutrinos ont dépassé la vitesse de la lumière. Alors ils ont été flashés en excès de vitesse de 6 km/h. Moi je suis d'avis qu'on leur mette 90 € d'amende à ceux-là parce que... Au plus, parce que c'est 6 km/s. Oui, ah oui, en plus. Alors voilà, donc ils parlent des neutrinos comme s'ils débarquaient, mais on le savait pas. C'est une vieille histoire, mais bon. Et pour eux, tu comprends, il leur faut leurs preuves à eux. Les preuves des autres ne les intéressent pas. Ce qui veut dire qu'en fait, les neutrinos, c'est connu depuis pas mal de temps. Il y a les occultistes qui se sont occupés de ça, d'ailleurs. Dans la physique quantique, on le sait ça depuis un moment, non? Il est vrai qu'on ne peut pas exprimer ça rationnellement, alors donc à partir du moment où c'est pas rationnel, le monde scientifique moderne, ça leur passe au-dessus de la tête. Oui, ben, bien sûr, parce que cet aspect-là, c'est le seul qu'ils arrivent à comprendre d'ailleurs plus ou moins bien. Et donc ils écartent systématiquement une multitude d'autres possibilités qui sont largement, en tout cas aussi plausibles, et si ce n'est plus. Donc voilà, parce que ça reste relatif, ce rationalisme. Oui. Bon, alors là, bon, ils ont pu l'expliquer parce qu'ils ont balancé dans leur accélérateur de particules donc ces fameux neutrinos et ils ont calculé sur une distance donnée le temps que ces neutrinos avaient mis pour passer d'un point à un autre. Et donc, grande déduction, ça avait dépassé la vitesse de la lumière, tu vois? Oui, mais bon, il y a longtemps que, disons, moi, je ne vais pas trouver une date parce que ça serait assez loin. Il y a longtemps que j'ai entendu parler des neutrinos comme étant en quelque sorte l'esprit de la matière. Oui, mais si c'est l'esprit de la matière, ça signifie que la lumière en elle-même, elle est considérée comme une matière. Il ne faut pas oublier ça. Donc ça voudrait dire que c'est normal que l'esprit arrive avant la manifestation de celui-ci. Exact. Donc il n'y a aucune... Et c'était vu comme ça, moi j'ai toujours entendu ça comme ça, dans des milieux qui s'intéressaient à ces choses-là, mais peut-être effectivement par un autre bout que le scientisme moderne, rationnel, qui est en quelque sorte une forme de myopie intellectuelle. Alors, moi, ça me fait marrer de voir des sommités comme, présumées comme les Bogdanov, tu sais, ces deux allumés là, qui n'ont pas dormi de la nuit suite à cette fameuse découverte. Oui, c'est toujours un peu pathétique, mais il faut comprendre que s'ils sont, c'est leur histoire, ils sont là-dedans, c'est comme des gens qui s'intéressent au football, à un moment donné, ils sont en transe quand il y en a un qui risque de marquer un but. C'est un peu, on est dans ce monde-là, puis voilà. Ouais. Mais disons que moi je me suis pas intéressé au-delà d'une certaine limite, et on met un obstacle entre nous et la lumière disparaît de nos yeux. Il suffit d'un obstacle qui n'est pas d'une épaisseur gigantesque. Par contre, le neutrino, on peut mettre ce qu'on veut entre le soleil et nous, il n'y a strictement rien qui l'empêche de passer. Voilà, ça, je savais ça, et que sa vitesse était supérieure à la lumière, et je ne me rappelle plus le reste, mais disons, voilà. Oui, voilà. Donc c'est vrai que ces grandes découvertes qui arrivent tout d'un coup, tu sais pas de où. Moi j'ai connu des gens qui travaillaient au CERN, qui étaient donc des personnages qui étaient considérés comme les têtes pensantes de cet endroit-là. Ils n'ont pas la même attitude quand même que ces gamins là qui sont en train de sauter de joie parce qu'ils ont trouvé je sais pas quoi. Et puis il y a surtout les médias qui s'en mêlent. Ça amuse le monde. Les gens aiment bien ce genre de sensation, je présume. Non, mais moi j'ai l'impression que c'est une espèce de vulgarisation de la vraie science pour la mettre vraiment
vraiment à la sauce de la populace dont on fait partie, tu vois, alors que dans les hautes sphères, ils savent déjà quand même, faut pas délirer, ils savent déjà tout ça. Je sais pas, tu sais, ils sont pas, faut pas croire qu'ils sont bien informés, il n'y a qu'à voir ce qu'ils font. S'ils étaient bien informés, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Tu vois, on commence que, par exemple, pour en venir à quelque chose qui est très dans le coup en ce moment, le nucléaire. Tu ne vas pas t'amuser à construire des choses comme ça et à travailler avec ce genre de choses si tu connais. Si tu connais, tu sais parfaitement bien ce qui va arriver, et ce qui va arriver, ils ne le savent pas encore. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas dans une connaissance réelle, puisque c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Donc quand on agit de cette manière-là, c'est valable pour des gamins parce que ils veulent s'essayer, mais tu les corriges, tu les remets d'aplomb, et après ils passent à quelque chose d'un peu plus sérieux. Là, il n'y a rien à faire. Ouais. Là, c'est de la minerie qui, évidemment, avec les moyens qu'ils ont, devient quelque chose de grave. Bon, ok. Alors, c'est spectaculaire, puis ça convient au restant du monde parce qu'on est dans le spectacle, puis voilà. D'accord. Bon, passons à autre chose alors, puisque il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Dans le dernier constat, Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir, qui est une fameuse phrase, tu sais, du conte de Perrault, la barbe bleue. Ouais. Il y a quelqu'un qui pose la question, qui te dit, voilà, j'ai été initié à la franc-maçonnerie quand j'étais plus jeune, il y a 10 ans, et pendant 3 ans d'ailleurs, et il a quitté, quoi. Il a le sentiment d'être coincé dans l'égrégore maçonnique. Alors, on m'avait demandé ce qu'était l'égrégore, en fait. Bon, alors, bon, pour faire très, très court, et d'ailleurs, je prends Wikipédia pour vite l'expliquer, dans l'ésotérisme, c'est un concept qui désigne un esprit de groupe, une entité psychique autonome, ou une force produite et influencée par les désirs et émotions de plusieurs individus unis dans un but commun. En fait, c'est ce que rayonne l'énergie d'un groupe, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il te demande comment se dégager donc de cet égrégore maçonnique. Il a l'impression que ça lui colle à la peau, apparemment. Oui, bien sûr. Il y a 2 solutions. Il y a la répétition des dons de Dieu. Oui, ben de toute manière, ça, mais ça, indépendamment de toute recherche autre, c'est déjà, ça, c'est pour quelqu'un qui cherche à comprendre, qui cherche son origine et qui cherche quelque chose de valable, cette répétition en question, elle est une aide incommensurable de puissance. Voilà, ça c'est tout à fait. Mais disons que là, il y a l'exorcisme qui peut donner qui peut faire un effet, ou bien moi, ce que je préconise mieux, je dirais, parce que pas mieux, c'est pas que ce soit mieux qu'un exorcisme, mais qu'un exorciste actuellement il y en a où. Voilà, alors bon, c'est le problème, on les adorait, il y en avait un par évêché à une certaine époque, et ils avaient un réel pouvoir d'exorciste. Actuellement, c'est devenu un peu bidon, on a tout viré, il n'y a plus rien, il y a des psychanalystes. Alors là, je vais te dire, si on tombe dans ceux-là, on a gagné la montre. Parce que donc, si les exorcistes ont dégénéré comme tout le reste, vaut mieux s'en méfier, non? Ah, mais de toute manière, il faut faire attention à ces personnages-là parce qu'ils ont c'est souvent très fragmenté. Et je te dis, les nouveaux exorcistes, c'est les psychanalystes. Simplement, c'est un mouvement à l'envers dans le sens qu'ils fixent les choses d'une certaine manière où ça devient très grave. Donc, ce que moi, je préconiserais, c'est que du moment qu'il s'est trouvé dans ce milieu maçonnique et qu'il a passé par un cadre initiatique qui vaut ce qu'il vaut, c'est qu'il étudie simplement la maçonnerie pour ce qu'elle est véritablement à son origine, et quand il aura fait le tour et trouvé la posture exacte de ce que représente la franc-maçonnerie, la poupée gonflable qui fait office de maçonnerie actuelle disparaîtra de son horizon. Ouais, d'accord. Bon, il y a une autre question dans Voix de garage concernant l'art traditionnel, les critères qui permettent d'évaluer la beauté dans une œuvre d'art, l'esthétisme dans la conception traditionnelle. On ne va pas y répondre parce qu'il y a eu des liens qui ont été donnés qui sont parfaitement valables. Tu aurais quelque chose à rajouter là-dessus?
Ben, disons que, oui, j'ai vu les liens en question, tout à fait. Il y a des citations de livres intéressants qui sont tout à fait dans l'axe. Ce que je pourrais rajouter tout simplement, c'est que un livre en lui-même ne suffira pas dans le sens qu'il faut faire une démarche, parce qu'à un moment donné, il faut pouvoir soi-même reconnaître cette beauté, et pour la reconnaître, il faut donc pénétrer dans cette beauté, et là, c'est de nouveau une démarche disons qu'on peut dire qu'un livre ne suffit plus. Simplement, ces livres-là vont donner, disons, des explications qui amène à vouloir faire cette démarche si on veut véritablement reconnaître cette beauté et si on en a l'aptitude. Oui, en fait, il faut passer de la théorie à la pratique, tout simplement. De toute manière, c'est comme toutes choses. À un moment donné, on peut lire le menu de tous les restaurants. À un moment donné, il faut passer à table. Voilà. Autrement, on ne se nourrit pas. Voilà. Bon, autre chose aussi, on a vu le lien là, concernant Bernard-Henri Lévy, c'est le défenseur vraiment assidu de DSK et les arguments un petit peu bidons qui sort, et puis c'est vrai qu'il s'est discrédité dans cette vidéo. C'était pour corroborer un petit peu ce que tu disais des grands philosophes actuels, quoi. Oui, mais là on est vraiment, comme je dis, on est dans des sous-basses castes. Il y a un côté pathétique qui met en colère, c'est que des personnages de cette trempe-là ont leur mot à dire et ont une certaine autorité dans le monde dans lequel on vit actuellement. Quelqu'un qui réfléchit un tant soit peu, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? C'est pitoyable, tout simplement. Alors à présent, j'ai rien contre lui, contre l'un, contre l'autre. Ils vivent leur existence. Qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas changer la destinée. Simplement, ce qui est à voir et ce qui est dramatique, c'est qu'on vit une époque où les personnages de cet ordre-là ont une autorité dans le monde, et c'est là où c'est bien grave. Qu'il existe des gens comme ça, c'est pas un souci. Il faut de tout pour faire un monde, paraît-il, donc c'est pas un problème en soi. Le problème, c'est l'emplacement où ils sont situés et en quelque sorte le rôle qu'ils sont en train de jouer dans une société. C'est là où on voit qu'il s'agit d'un cancer généralisé. Cette société, elle en est là. Elle est dans la décomposition totale pour qu'on en arrive à ça. À un moment donné, quand c'est les vers qui sont en train de ronger un cadavre, tu vois dans quel état se trouve le bonhomme, c'est les vers qui commandent en quelque sorte. Ouais. C'est ça qui en soi est dramatique. En sortie de là, ces personnages-là, ils vivent leur vie. Et puis, je n'irais pas, moi, leur prêter même des intentions particulières de malveillance. Ils sont en train de défendre une cause qu'ils estiment être la bonne. C'est quoi le proverbe contraire de quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage? Je connais pas le contraire exact. Et pour en revenir à ces personnages-là, j'irais même jusqu'à dire qu'ils ont des bonnes intentions, si ça se trouve. Ouais, bah sûrement. C'est fort possible, c'est pas un souci. Le problème, c'est qu'ils sont placés à un emplacement qui ne leur revient pas. Quand on parle d'un personnage comme BHL, qui est un philosophe, moi, j'ai une notion de la philosophie qui fait que on est aux antipodes de ça. Ben oui. C'est vraiment, d'ailleurs, je ne crois pas qu'on peut aller plus loin dans les contraires. Normalement, c'est l'amour de la sagesse, la philosophie. Voilà, alors là, il ne s'agit pas d'un amour de la sagesse qui est manifesté. À présent, le bonhomme en question peut peut-être y croire. Pourquoi pas? Et puis, il défend ses congénères dans le sens qu'ils font partie tous du même groupe. Donc, ils défendent leur cause en soi-même. On n'a rien à trouver à dire de quelqu'un qui défend quelqu'un qui fait partie du même groupe que lui. L'histoire, c'est que c'est vrai qu'on sombre dans l'absurde. Oui, totalement. On est dans l'absurdité la plus totale. Et quand on parle de racaille, il parlait de racaille. La racaille, elle se trouve où? Tu comprends, la racaille, j'entends ça où on l'entend actuellement, parce qu'encore, on est obligé d'utiliser des mots qui sont aussi à la mode, où quand on dit racaille, tout le monde comprend quelque chose. Donc il faut bien savoir qu'il y a la racaille qui est dans les quartiers. Quand on dit racaille, on pense aux petits jeunes des quartiers.
simplement. Voilà, donc les petits jeunes, il y a la racaille qui consiste à être les petits jeunes des quartiers difficiles, mais il y a la racaille qui était à l'école et qui en ce moment gouverne le monde. Mais il s'agit d'une racaille qui est, comment qu'il faut dire ça, beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereuse que les petits jeunes de quartier. Simplement, on dirait qu'il y a un lien dans le sens qu'il faut bel et bien qu'il y ait une influence pour amener tout un chacun finalement à être complètement en marge de la réalité. Et cette société est une société marginale dans le sens le plus péjoratif qu'on puisse trouver. Bon, plus dangereuse parce qu'elle a plus de pouvoir, mais il y a aussi le pouvoir du nombre. Et là, quand on y vient, quoi, quand tout va se généraliser... C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme tout. Il y a un passage où tout d'un coup les choses se remettent à l'heure, on peut dire par miracle, mais tout simplement parce que c'est l'heure où il faut que l'équilibre Voilà. La nature des choses en elle-même, la nature même, le principe qui régit en quelque sorte la nature ne supporte pas le déséquilibre, ce qui veut dire qu'un déséquilibre peut aller jusqu'à un certain degré. Ensuite de ça, c'est comme quelqu'un sur une échelle, soit il se rattrape et puis il revient à la position juste où il était, ou bien il tombe et puis ça s'arrête par terre. Il n'y a pas d'alternative entre deux. L'alternative, elle est un mouvement qui passe d'un état à un autre, mais on ne peut pas fixer cette alternative. Bon, très rapidement, parce qu'on n'a plus le temps, il y a eu deux autres liens, un lien sur les combats d'enfants en cage en Angleterre. Alors on met des enfants, tu sais, comme les combats de coq, tu vois, mais c'est des enfants de 8 à 9 ans qu'on met, puis les gens parient, apparemment, et ça coûte, ils payent 28 €, tu vois, c'est quand même conséquent. Et voilà, donc... Oui, mais on est de nouveau dans la même mouvance vue par un autre bout. C'est effectivement, c'est les combats de coq, les combats de gamins. Il faut exciter, il faut chatouiller. Il faut que ça chatouille à quelque part. Puis il y a des amateurs pour tous les trucs les plus sordides. On vit dans cette atmosphère où en quelque sorte tout ce qui est sordide, tout ce qui est tordu est très prisé de nos jours. Il n'y a qu'à voir le tourisme pédophile, l'anthropophage, tralala. Ça pouvait pas exister il y a encore quelques siècles. C'était inimaginable, tout simplement. Ouais. On survole le dernier lien là sur les prochains Jeux Olympiques. Ce sera un robot qui portera la flamme olympique, tu vois. Oui, c'est un signe qui correspond tout à fait à l'époque, dans le sens que on peut dire que quand on prend sur le plan théologique le combat qu'il y a avec le diable et que le diable cherche absolument à s'imposer et à prendre le pouvoir, c'est la victoire du diable, ça. On peut le considérer comme ça, après on peut le considérer autrement, mais je veux dire, si on utilise ce langage-là, c'est la victoire du diable, qui reste toujours provisoire, donc il faut bien s'en rappeler quand même. Parce qu'il n'y a pas d'absolu sinon l'absolu, ce qui veut dire que son pouvoir n'est pas absolu. Ah, encore un emploi qui a sauté. Ah oui. Pour venir alimenter les statistiques du chômage, tu sais. Oui. Ok, écoute, je te remercie. Toujours avec plaisir. Et puis à une prochaine. D'accord. Allez, au revoir. Au revoir.